Le point suivant concerne les modifications de l'intérêt communautaire. Alors c'est suite à ce qu'on avait évoqué lors de la conférence des maires la semaine dernière et du conseil communautaire précédent. Donc une commission de transfert s'est réunie pour essayer d'optimiser le coefficient d'intégration fiscale de l'agglomération, pour essayer d'éviter, parce que je répète que la dotation d'intercommunalité est une dotation qui est calculée au global, qui n'augmente pas, qui est stabilisée depuis plusieurs années, ce qui contrarie cette idée qui voudrait qu'elle soit abondée par les communes. Et cette dotation, aujourd'hui, si nous ne transférons pas plus de compétences dans les années qui viennent, en tout cas plus vite que les autres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je répète qu'on est l'agglomération est une des intercommunalités les plus faiblement intégrées de France, bien de France. Si nous n'allons pas un peu plus vite, nous allons perdre assez rapidement une part significative des 2 millions d'euros de bonus que nous avions obtenus en dotation générale de fonctionnement par rapport à ce que l'addition de chacune des communautés de communes permettait de percevoir. Et donc, cette commission s'est réunie à deux reprises. Elle a identifié 3 blocs de compétences plus ou moins faciles à transférer avec un calendrier. Dans un premier temps, elle a identifié des compétences assez simples à évaluer financièrement, à savoir la subvention qui est versée par la ville de Saint-Denis-des-Vosges à l'école de dessin, c'est pas grave, qui est quasiment le seul équipement culturel qui est resté communal, une subvention de 147 000 €, qui de facto transformerait cette école de dessin en école de dessin intercommunale. Je rappelle que quand on transfère une somme, on peut estimer qu'en dotation générale de fonctionnement, dans l'année N+1 et 2, on a environ un quart de cette somme qui vient abonder la dotation générale de fonctionnement. Deuxième élément sur l'intérêt communautaire, la participation qui est versée par la ville de Saint-Denis-des-Vosges pour équilibrer le compte de la piscine Aquanova America, qui est déjà financée par l'agglomération, comme vous le savez. Et cette participation qui sera révisée donc, chaque année, qui va augmenter, puisqu'elle va passer d'à peu près 1,1 million aujourd'hui à un peu plus d'1,5 million, ce qui est la raison de la modification que nous avons faite du règlement de la CLEC pour pouvoir chaque année réviser en fonction du montant du loyer qui sera demandé par le partenaire privé, l'attribution de compensation de la ville de Saint-Denis-des-Vosges pour lui retirer cela. Il faudra d'ailleurs que les services travaillent de façon étroite pour savoir comment cette participation financière sera calculée. Sans doute que la ville devra facturer à l'agglomération et que l'agglomération déduira ensuite de l'attribution de compensation. C'est la seule solution pour que ce soit neutre et à peu près simple et que ça ne déséquilibre pas ou complexifie un peu plus le partenariat public. Et puis troisième élément, la dotation volontaire incendie, contribution volontaire incendie, qui est versée par toutes les communes au syndicat départemental d'incendie et de secours, qui est en cumulé, alors là c'est la modification des statuts, puisque sur les deux premiers points, c'est pas grave, et sur la piscine, il s'agit seulement de modifier l'intérêt communautaire, donc il n'y a pas besoin de replacer dans les communes. En revanche, pour la modification des statuts, c'est-à-dire sur le syndicat départemental d'incendie et de secours, il y aura modification et donc nécessité de faire passer devant les conseils municipaux dans le fameux délai des 3 mois que vous connaissez. Et là, quand on additionne le montant total de ce que ça représente à l'échelle de l'agglomération, on est à plus de 2 millions d'euros. Et donc, en optimisation fiscale, ça représente pas loin de 500 000 € de dotation en plus pour l'agglomération, pas dans l'année 2020, puisque l'État calcule sur ce qu'il constate en 2020 pour 2021 et surtout pour 2022. Donc, il y a un effet de décalage et la décision qu'on prend aujourd'hui n'aura d'effet que dans 2 ans. Sur les autres blocs de compétences qui ont été identifiés, dans la compétence sociale, qui est moins facile à transférer parce qu'il va y avoir des évolutions de financement sur les contrats enfance-jeunesse qui font qu'il serait imprudent de transférer certains éléments sans attendre ce que l'État, en l'occurrence la caisse d'allocation familiale, qui n'est pas l'État, lui dira. A notamment été identifié d'emblée la maison d'enfance Françoise Dolto à Saint-Denis-des-Vosges, puisque nous gérons déjà aujourd'hui une crèche sur la commune de Saint-Léonard,
Se posera également la question de la contribution qui est versée, je ne sais pas de quel montant il est, monsieur le maire, mais par la commune de Fraise à la crèche collective qui existe sur son territoire, qui est associative. Si participation il y a, il faudra également qu'elle soit, si la commune le souhaite, hein, c'est toujours évidemment à la demande de la commune, si la commune le souhaite, verser à l'attribution de compensation, ainsi que des possibilités sur les résidences de personnes âgées qui existent dans le territoire pour lesquelles il y a une contribution communale, notamment à Saint-Dié-des-Vosges. Là aussi, le reste à charge est facile à chiffrer, mais on pense que, compte tenu des évolutions du contrat enfant-jeunesse, il vaut mieux attendre 2020 pour débattre de ce possible transfert qui soit effectif en 2021 parce qu'on aura plus de visibilité. Enfin, troisième bloc de compétences, la question des équipements sportifs, dont on a tout de suite identifié qu'elle était probablement plus complexe que les autres, parce que dans les communes, les personnels qui entretiennent ces équipements sont souvent des personnels qui sont mutualisés, qui assument d'autres tâches, notamment les personnels techniques. Et donc, et puis, difficulté aussi pour déterminer ce qui était d'intérêt communautaire ou ce qui ne l'était pas. Et donc, par hypothèse, vous allez me dire que c'est un peu contradictoire avec une des délibérations qu'on a prises aujourd'hui, par hypothèse, la Commission d'abord a considéré qu'il fallait attendre un peu et de délibérer de ces questions en 2021, une application en 2022, idéalement, et que plutôt que de dire on regarde sur chacune des salles de sport, même si on a un état des lieux à l'échelle de l'agglomération, vous vous souvenez qu'un questionnaire avait été envoyé, plutôt que de regarder salle par salle et d'essayer de déterminer d'où viennent les habitants qui fréquentent ces équipements, de considérer que dans les communes qui avaient un rôle de centralité et dont on a déjà donné la liste de longue date, c'est-à-dire Raon-l'Étable, Chenonne, Provence-Chère-et-Colroy, Fraise et Corcieux, dans ces communes, par hypothèse, on pouvait considérer que, sauf demande contraire ou examen contraire, tous les équipements sportifs étaient d'intérêt communautaire. Et qu'évidemment, on recevrait chacun des maires devant la commission de transfert pour essayer de savoir s'il était désireux de transférer ou pas ces équipements. Et que dans les autres communes qui ont aussi un certain rôle de centralité et d'une certaine taille et un certain volume d'équipements sportifs, on pense à Moyen-Moutier, à Anoul ou à Bandelavline, par exemple, dans ces communes, ce serait ou à Sainte-Marguerite, ce serait à la volonté du maire concerné de transférer ou pas les équipements. C'est lui qui viendrait nous trouver, on n'auditionnerait pas par principe, mais s'il estimait que certains équipements devaient être transférés à la communauté d'agglomération. Donc en tout état de cause, pour ce qui concerne les équipements sportifs, il est envisagé d'en discuter, je disais, d'en décider, de délibérer qu'en 2021 à ce stade. Voilà ce que la Commission a permis de distinguer à ce stade, donc avec les élus qui sont en charge des bâtiments, le personnel, le premier vice-président de l'agglomération, un conseiller délégué, les services techniques. Voilà à peu près ce que nous proposons. En l'espèce, à court terme, on vous propose de délibérer sur la modification d'intérêt communautaire pour y ajouter le complexe aqualudique Aquanova et l'école de dessin à Saint-Dié-des-Vosges, mais c'est pas grave, et de modifier les statuts pour y inclure la contribution volontaire d'incendie et de secours. C'est deux délibérations qui se suivent, mais j'ai présenté les deux parce qu'elles sont votées, elles partent du même raisonnement. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui ou non? Oui, j'ai bien compris, et nous avons eu déjà même discussion sur ce sujet, que le but était de faire des recettes supplémentaires, et donc en particulier du CIF, avec un impact neutre sur les communes, puisque c'est un transfert. C'est une réflexion. Je ne suis pas sûr qu'à terme, l'administration fiscale soit dupe de la manip, et de voir que le faire payer par un autre et de le rembourser après différemment, ça marche très longtemps pour l'intégrer au coefficient d'intégration fiscale. Enfin, bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, il faudra bien qu'il y ait une commission d'évaluation qui travaille sérieusement pour
voir le coût réel de ces choses-là. Et pour ce qui est de l'incendie et de secours, évidemment, la communauté d'agglomération paye la contribution communale en lieu et place de la commune, mais je pense que les modes de calcul restent les modes de calcul communaux. Il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est que les représentants du communaux au conseil d'administration deviennent à ce moment-là des représentants intercommunaux. Ça veut dire que c'est quand même plus la même chose. Bon. Enfin, il y a une note comme cela qui dit que, à noter, la ville-centre n'a aucun intérêt à, je me mets des lunettes parce que n'a aucun intérêt à ce transfert, sa contribution au SDIS étant orientée à la baisse. Mais aucune commune n'a ni impact négatif, ni impact positif, puisque c'est un transfert pur et simple. Donc la note là n'a pas d'intérêt pour aucune des communes. Hein? Donc voilà. Et enfin, en clin d'œil aux dispositions réglementaires et législatives, il ne s'agit pas du syndicat d'incendie et de secours, mais du service d'incendie et de secours. Alors, sur ce que tu disais sur la DGFiP qui est de l'anonyme, ça ne fait jamais que 20 ans que ça existe, cette règle sur les attributions de compensation. Et par hypothèse, si on prend le volume qui serait transféré aujourd'hui, c'est-à-dire 1 200 000 euros, 2 100 000 euros, ça fait 3 millions 3, et à peu près 200 000 euros, c'est-à-dire 147 000 euros et un salaire chargé de cadre, c'est-à-dire une somme de 3 millions 5. Si on prend le quart de cette somme de 3 millions 5, on arrive à 850 000 euros. Si on les touchait ne serait-ce que pendant 2 ou 3 ans, moi ça me va bien. Si l'État change d'avis après, je m'en fiche. C'est toujours ça le prix. Et ça fait jamais que 20 ans que ça existe, hein, cette règle de modification des attributions de compensation. Elle est pour beaucoup d'entre nous nouvelle parce que nous n'avions pas de fiscalité professionnelle unique. Et donc que ce qui était transféré aux communautés de communes par hypothèse était payé par les seules communautés de communes. Et donc que c'était du transfert net de biens des communes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, après tout, que mes collègues maires de ville-centre se bouchent les oreilles, parce que sinon ils ne vont plus rien transférer, mais après tout, quand on est maire d'une ville-centre et qu'on transfère un équipement, on retire de l'attribution de compensation la somme qui vous servait à le payer, et en plus, votre fiscalité continue à en payer le fonctionnement. Donc en fait, vous le payez 2 fois. Puisque la fiscalité qui est perçue sur votre sol par la communauté d'agglomération, c'est bien la fiscalité qui est payée par les citoyens qui sont dans le ressort territorial de la commune. Donc, ceci pour expliquer que ce type de mécanisme de transfert était particulièrement au désavantage des intercommunalités et à l'avantage des communes qui transféraient à l'époque où il n'y avait pas de fiscalité professionnelle unique dans vos différentes communautés de communes, et qu'aujourd'hui, avec ce mécanisme de modulation d'attribution de compensation, par hypothèse, il est censé être neutre pour la communauté d'agglomération. Ce qui est sûr, c'est qu'il est moins mauvais qu'à l'époque où on mutualisait à l'échelle des communes sans FPI. Alors, sur les représentants communaux, alors, oui, ils sont désignés mais qui aujourd'hui, alors, les premiers vice-présidents du SDIS, je sais par exemple que ma commune siège au conseil d'administration, présenté par mon premier adjoint. Quelles sont les autres communes présentes ici? Est-ce qu'elles sont désignées S-qualité ou est-ce que c'est l'AMV qui désigne? Je ne sais pas comment ça fonctionne, ce mécanisme de désignation. Je crois que ça se passe par l'AMV. Ça passe, mais c'est pas. C'est juste, on va dire, la partie secrétariat au niveau de l'AMV. C'est l'AMV qui dit que vous pouvez proposer des candidats. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, à ma connaissance, donc, la ville de Saint-Dié a toujours eu un représentant au conseil d'administration du SDIS, montagne. Mais est-ce qu'il y a d'autres communes qui, S-qualité, ont forcément un représentant au SDIS? Pas ici, je crois pas. Lara, on l'État. Oui. Bon. En tant que commune. En tant que commune, voilà. Donc je pense que c'est... Et par ailleurs, en plus
de Saint-Dié dans l'étape, est-ce qu'il y a, entre guillemets, des représentants par catégorie de communes, par exemple? Non. Ça, je ne pourrais pas répondre. Il y a d'autres personnes qui siègent au conseil d'administration du SDIS ici? Non. Non. Bon. Non, mais il y a des règles qui sont fixées au niveau national pour représenter telle ou telle collectivité. Catégorie de communes? Oui, il y a des catégories certainement. Dans d'autres secteurs, il y a des maires comme le maire de Rambois ou les gens de... Oui, parce qu'à mon avis, ils sont désignés par catégorie de communes. Je pense que les communes, au-delà d'un certain nombre d'habitants, elles ont, entre guillemets, le droit, visiblement, à un siège. Et qu'ensuite, pour les autres catégories de communes, il doit y avoir des désignations par strate de communes à l'échelle départementale. À mon avis, c'est à peu près ça. Donc, il faudra se poser la question de savoir comment la désignation se fait dans le cadre de l'AMV, mais comme elle est AMPCV, oui. Des présidents de communauté, a priori, je pense qu'elle va étudier le sujet. Peut-être même, alors, pour les représentants qui sont aujourd'hui communaux, ce qu'on pourrait faire quand même, c'est s'engager à l'agglomération, à ce qui est dans la cohorte qu'on envoie un délégué de Raon et de Saint-Dié, pour tenir compte de ce que tu dis sur les représentations communales, et que par ailleurs, peut-être que sur les strates, on aura peut-être la possibilité de désigner quelqu'un d'autre. C'est possible. Il faut voir les règles. Il faut voir avec le... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais, en tout cas, aujourd'hui, ça concerne Saint-Dié et Raon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, sur le service, on doit le modifier ou la délibération telle quelle sur la délibération, elle parle de syndicat ou service? Service. Service. C'est moi qui ai été imprécis. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Jean-Claude. Oui, effectivement, quand on parle d'Aquanova, les choses restent sur ma tête, parce que c'est un dossier qui coûte cher à la ville de Saint-Dié, dont personne n'est responsable ici, mais qu'on est obligé d'assumer. Donc, je voudrais revenir sur les deux documents qui nous ont été présentés. Le premier, c'est le Aquanova américain, qui est intitulé, c'est les 3 pages. Je voudrais revenir sur les points 3, les points 4 et 5, la fréquentation R7. Alors, vraiment, on s'honore qu'une fréquentation importante et bien supérieure à ce qui était prévu, c'est vrai. Mais les recettes elles ne suivent pas l'augmentation de la fréquentation. On en est loin et elle progresse d'après ce que vous indiquez 2%. Mais ce qui est précisé aussi, c'est qu'elle dépasse, comme si c'était glorieux, elle dépasse les recettes de référence qui étaient fixées dans le contrat. Alors pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas en détail le PVP, il y a un montant de chiffre d'affaires de référence. Si le chiffre d'affaires est supérieur, la ville repaye 60% de la différence. Donc à partir du moment où un chiffre d'affaires est atteint, on n'encaisse plus les 100% de recettes, on n'encaisse plus 40%. C'est déjà... Alors le fait que les fréquentations soient importantes et augmentent, il y a aussi à un moment donné, elles ne pourront plus augmenter. Le centre ne pourra pas absorber ou accueillir des quantités énormes de public à un moment donné. Et le chiffre d'affaires qui serait en augmentation, il procure très peu de recettes. Alors je passerai... Cette explication, je passerai au document très intéressant qui vous est communiqué concernant l'évolution des charges et des produits. Alors, j'émettrai juste un petit doute sur le loyer numéro 2. Je l'ai calculé, peut-être que je me suis trompé, mais il est indexé. Et j'ai calculé que l'indexation était de 0,34%. Ça me paraît très très faible. Mais bon, laissons-la comme ça. Donc, si vous additionnez la participation de l'agglo sur les 25 ans que dure le contrat, on arrive à un total de 18 millions. Et la participation de la ville, pour combler le déficit, sur les 25 ans, c'est 33 millions. Ça fait un total de 51 millions pour 25 ans d'exploitation. C'est pour vous dire à quel point, et pour la ville, et aussi pour l'agglo, c'est quelque chose quand même de très coûteux. Alors, si on en vient au point qui nous intéresse,
J'ai cru comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un transfert de compétences. Ça, je demande la précision. Il ne s'agit pas de faire un transfert de compétences. C'est un transfert, c'est une prise de compétences, mais elle se traduira par une facturation de la ville à l'agglomération qui paiera donc le loyer. Il le remboursera à la ville et il sera déduit de l'attribution de compensation. La ville restera, restera qui nominalement, l'agglomération aura la compétence, mais nominalement, le PPP sera toujours au nom de la ville de Saint-Dié, qui facturera à l'agglomération le reste à charge qu'elle aurait dû payer normalement pour compenser la différence entre ce que tu évoquais, le loyer, donc les recettes, et laquelle agglomération, chaque année, par décision de la CLEC et au vu de ce qui lui aura été facturé, retirera de l'attribution de compensation de la ville de Saint-Dié le montant très exact que la ville de Saint-Dié lui aura facturé. Ça, c'est possible, ça? Oui. Il ne s'agit pas d'un transfert de compétences. La compétence doit rester à la même, non? Oui, mais c'est elle qui a contractualisé. Ça n'emporte pas un transfert automatique de partenariat public-privé. C'est comme les conventions. À l'instant, moi je vais donner un exemple très concret. Il y a quelques minutes, on a délibéré sur un transfert de propriété d'une ancienne communauté de communes à une communauté d'agglomération. C'est-à-dire que nominalement, il fallait encore un acte juridique pour transférer une propriété, alors qu'on aurait pu penser que la personne juridique de l'agglomération était héritière de celle de la communauté de communes. C'est dire s'il n'y a pas d'automaticité dans le droit des contrats, ni même dans celui de la propriété, ça se saurait. Et donc, en l'occurrence, et ni dans celui des collectivités. Donc, en l'occurrence, il peut très bien y avoir une prise de compétence qui s'exerce à travers un financement de l'agglomération en nominal qui paye à la ville de Saint-Dié-des-Vosges ce qu'elle a une facture, et donc ensuite c'est retiré d'attribution de compensation. Ça n'emporte pas transfert de l'identité du contractant du partenariat public-privé. Ça sera comptabilisé comment? C'est parce que la ville est soumise à la TVA dans le centre et elle est soumise à l'IS. Donc ça veut dire qu'on va facturer quelque chose, il faut facturer avec de la TVA. On facturera tel que ça nous reste. Est-ce que ça va rentrer dans les pentes en recettes mais ça, parce que alors là, du coup, ça c'est l'impôt sur les sociétés. On va faire ici, oui, mais moi ça m'inquiète. Par hypothèse, il faut que ce soit neutre pour les deux. Donc on ne va pas faire ici la commission qui aura lieu, qui travaillera entre... Je vous rappelle quand même, juste comme ça, pour préciser les choses, que ce dont on parle là, c'est le travail de la CLEC de l'an prochain. Donc c'est bien d'anticiper, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de la commission que de décider de savoir comment ça sera pris en compte. L'objectif, c'est que ça optimise les coefficients d'intégration fiscale et que donc, par hypothèse, ce soit neutre par rapport à ce à quoi les différentes collectivités s'étaient engagées pour elles. C'est-à-dire que pour l'agglomération, ce soit neutre. En revanche, que la ville de Saint-Dié-des-Vosges continue à assumer la charge des obligations qu'elle a contractées à l'époque d'une autre municipalité. Alors, je veux bien admettre que tous les points que j'ai soulevés soient résolus. Donc on a une neutralité. Il ne peut pas être puisqu'il n'y a pas eu de... On a une neutralité pour la ville, puisqu'elle va toucher, mais elle va toucher le déficit que va renverser l'agglo, et elle va avoir une déduction d'attribution de compensation pour le montant identique. Donc ça fait zéro. L'agglomération, elle va donc payer un montant de déficit pour la ville, et elle va encaisser, enfin, elle va payer moins d'attribution de compensation, c'est neutre. Mais elle va toucher effectivement à une augmentation du CIF. Mais normalement, il est question de neutralité. Donc c'est l'agglomération qui profite, et la ville ne profite en rien dans ça. Tout à fait juste. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible de partager l'augmentation du CIF entre la ville et l'agglo? Je pense que, objectivement, compte tenu du niveau d'investissement qui est réalisé notamment par l'agglomération sur le territoire Gaville-Centre, cette question est sans objet. Et c'est vrai d'ailleurs dans pas mal d'autres villes où il pourrait y avoir des services transférés. À un moment donné, effectivement, ton raisonnement est parfaitement juste. Il y a amélioration pour les uns, mais c'est vrai d'ailleurs sur le SDIS, sur tout ça, mais dans ce cas-là, tu vides la manœuvre de tout son intérêt. L'objectif, encore une fois, le raisonnement... L'agglo profite de la ville, en l'occurrence. Encore une fois, le raisonnement est faux. Le raisonnement est faux
pour la même raison que ce que j'ai dit la dernière fois aux collègues à la conférence des maires, c'est-à-dire qu'ils parlent de l'hypothèse que l'agglomération est une collectivité. Ça n'est pas une collectivité. Juridiquement, ça n'est pas une collectivité. C'est-à-dire que le département n'a rien à voir avec la ville ou avec une commune, rien, juridiquement. La région n'a rien à voir avec une ville et des communes, rien. L'agglomération, elle, a à voir puisqu'elle n'est qu'un syndicat de communes. Et donc ses intérêts ne sont pas distincts. Il n'y a pas d'un côté l'agglomération et de l'autre la commune. Ces intérêts ne sont pas distincts de ceux de la commune. L'intérêt du département ou celui de la région ne se résume pas à celui d'une commune. Il se trouve que notre intérêt à nous, il est fait de celui de toutes les communes, en ce qu'elles partagent un certain nombre de services et d'objectifs, mais aussi en ce qu'elles ont des objectifs de développement propres à chacune de ces communes qui concourent à l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle on aide des communes à réaliser des investissements dont on pense que, in fine, ils sont bons pour l'agglomération parce qu'ils créent du sentiment de développement et de bien-être en milieu rural et que donc on en participe. Donc ce raisonnement ne vaut pas parce qu'il établit une sorte de distinction principielle entre les deux structures qui n'existe pas dans la manière dont le législateur a conçu les intercommunalités depuis la première loi Chevènement en 1998. Bien, on va peut-être passer à la question des délibérations, s'il n'y a pas de questions sur la modification de l'intérêt communautaire. Mais c'est bien d'avoir insisté sur le fait qu'effectivement c'était bon pour la ville, mais qu'il n'y avait pas d'intérêt pour la ville de Saint-Denis. C'est tout à fait juste. S'il n'y a pas d'autres délibérations, d'autres questions, on va voter. Donc qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité.